Je vais essayer de vous parler un petit peu de l'environnement de la Terre primitive, c'est-à-dire comment, à partir d'une Terre qui s'est fabriquée il y a 4,5 milliards d'années, on est arrivé à la Terre que l'on connaît aujourd'hui. La Terre s'est fabriquée à partir d'un nuage protoplanétaire qui se trouvait autour du Soleil, et ce nuage contenait des grains de poussière qui se sont agglomérés, qui ont donné des corps, des objets de plus en plus gros à force de s'agglomérer, et qui sont rentrés en collision les uns dans les autres. Et donc le but de cet exposé, c'est d'essayer de comprendre comment on a pu passer d'une Terre primitive, que vous voyez là à gauche sur l'écran, qui était donc fondue, largement chaude, fondue, à la Terre que l'on connaît aujourd'hui, avec des nuages, des océans, des continents émergés. Pour ça, on va s'intéresser à la période ancienne de l'histoire de la Terre. Donc je vous ai mis là une petite bande qui résume l'histoire de la Terre. On voit deux périodes qui sont importantes. Une période qui s'appelle l'Adéen, qui va jusqu'à 4 milliards d'années, donc depuis la formation de la Terre jusqu'à 4 milliards d'années, et qui est une période pour laquelle on ne connaît pas de roches. Et puis une période que l'on appelle l'Archéen, qui, elle, va jusqu'à 2,5 milliards d'années, et pour laquelle on connaît des roches, on connaît des matériaux, et c'est à partir de ces matériaux qu'on va essayer de décrypter l'histoire primitive de notre planète. La première chose qui s'est produite, c'est que, comme je viens de vous le dire, la Terre s'est fabriquée par collision entre des petits objets qui étaient formés de l'agglomération des poussières, et ces petits objets contenaient à la fois du métal et des minéraux, des silicates, qui étaient uniformément répartis dans ces objets. Donc on avait quelque chose qui était homogène. Or, quand on regarde la structure de la Terre aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que le fer et les silicates ne sont plus répartis de façon homogène, mais que le fer est concentré au centre de la planète et les silicates à la périphérie, formant ce qu'on appelle le manteau de la Terre. Alors comment s'est faite cette différenciation, comment s'est faite cette séparation du métal et des silicates? C'est quelque chose qui est relativement simple, parce que les chocs entre les différents objets ont échauffé la planète jusqu'à atteindre des températures énormes de plusieurs milliers de degrés, et on fait fondre la partie externe de la planète. Dans cette partie fondue, le métal, qui avait une densité beaucoup plus forte, a coulé au fond de ce liquide produit par la fusion de la planète, qu'on appelle l'océan magmatique, et ces particules métalliques ont été se concentrer au centre de la planète, formant le noyau. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'histoire de la planète, parce que la partie externe de ce noyau, qui aujourd'hui est encore liquide, est animée de mouvements de convection qui donnent naissance au champ magnétique terrestre, et ce champ magnétique terrestre protège la Terre du vent solaire, c'est-à-dire des particules qui nous proviennent du Soleil. Donc ça, c'est un événement qui s'est produit très tôt dans l'histoire de la planète. On ne connaît pas de roches plus anciennes que 4 milliards d'années, mais on connaît des minéraux qui sont plus anciens, qui ont jusqu'à 4,4 milliards d'années. Il s'agit de minéraux très résistants qu'on appelle les zircons. Non seulement ils sont très anciens, mais ils provenaient de granit, c'est-à-dire qu'ils se sont formés, ils ont cristallisé dans des granites. Or, les granites, eh bien, c'est de la croûte continentale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès 4,4 milliards d'années, il y avait à la surface de notre planète, il y avait déjà de la croûte continentale. Alors, comment était cette croûte? Eh bien, on connaît d'autres roches un peu particulières, qui ont un nom barbare, qu'on appelle des comatites, que l'on voit là, avec des cristaux d'olivine qui sont des cristaux en baguette. Et ces cristaux en baguette témoignent d'un refroidissement brutal des laves. Ce que l'on voit sur le diagramme à droite, c'est une évaluation des températures des différentes laves au cours du temps. Et ce que l'on voit, c'est que à l'Archéen, c'est-à-dire avant 2,5 milliards d'années, eh bien, les températures de ces laves, de ces comatites, étaient de 1700 degrés. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, elles sont dans les rives médio-océaniques de 1250 et dans les points chauds de 1400 degrés. Donc, manifestement, la Terre primitive, interne, était beaucoup plus chaude que la Terre aujourd'hui. Quand on regarde la croûte continentale elle-même, ce sont d'anciens granites qui ont été transformés en gneiss, on s'aperçoit que cette croûte continentale primitive s'est formée elle aussi dans un environnement beaucoup plus chaud, probablement analogue aux zones de subduction, et des zones de subduction beaucoup plus chaudes que les zones de subduction actuelles. Dans ces terrains anciens, on trouve aussi des conglomérats, c'est-à-dire des roches sédimentaires faites de gros blocs de roches qui ont été détachés des montagnes, roulés dans les torrents. Et tout ça, ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il y avait des continents émergés. On peut penser que cette Terre primitive, très tôt, environ 200 millions d'années après le début de formation de la planète, à partir du nuage protoplanétaire, eh bien, on avait une Terre avec des océans et des masses continentales émergées. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est aussi ces océans,
Qu'est-ce que c'était que ces océans? Quelle était leur composition? On peut trouver quelquefois dans les minéraux qui se sont formés dans les océans des petites inclusions, des petits défauts qui ont piégé de l'eau, du milieu de l'océan dans lequel ils sont formés. Et lorsqu'on analyse cette eau et qu'on compare sa composition à la composition des océans actuels, alors on voit sur ce diagramme une droite qui est à peu près horizontale, qui correspond pour un certain nombre d'ions à la composition de l'océan actuel, et l'autre courbe, en ligne brisée, montre la composition des océans archéens. Ce qui apparaît flagrant, c'est que les océans archéens étaient très riches en fer, sous sa forme réduite, c'est-à-dire en fer divalent Fe++. Or, on sait que le fer peut se trouver en solution dans l'eau que dans un milieu qui est un milieu réducteur, c'est-à-dire globalement dépourvu d'oxygène. Et donc ça nous indique quoi? Ça nous indique que les océans étaient riches en fer divalent parce que le fer pouvait migrer des continents vers les océans en raison de l'absence d'oxygène dans l'atmosphère. Ce que l'on voit ici, c'est les formations ferrifères rubanées qui correspondent à la précipitation de ce fer dans les océans. Alors vous allez me dire, ok, mais aujourd'hui, on a énormément d'oxygène dans l'atmosphère. Cet oxygène dans l'atmosphère actuelle provient en fait de l'activité biologique. Il y a des êtres vivants, on cite souvent les cyanobactéries, mais des êtres vivants qui pratiquent la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire qui, à partir de gaz carbonique et d'eau, vont fabriquer de la matière organique et libérer de l'oxygène. Ce que l'on voit sur le diagramme de droite, sur la courbe rouge, c'est en fait l'apparition de l'oxygène aux environs de 2,2-2,3 milliards d'années, et cet oxygène qui va envahir l'atmosphère. Et donc on part d'une atmosphère qui était riche en CO2, la quantité de CO2 dans l'atmosphère primitive diminue, et on voit apparaître l'oxygène, cet oxygène étant le résultat de l'activité des êtres vivants. Enfin, un dernier point concernant la Terre primitive, le bombardement météoritique. Ici, j'ai mis un diagramme qui représente, en fonction du temps, le taux d'impact de météorites à la surface de la Lune. Quand on remonte dans le temps, lorsqu'on va vers le début de l'histoire de la Lune ou de la Terre, eh bien, le taux d'impact météoritique augmente. On arrive à un modèle qui est le modèle d'un événement ponctuel, de bombardement météoritique qui serait produit autour de 3,9-4 milliards d'années, qui aurait duré pas très longtemps, 100-150 millions d'années, ce qui est peu si on regarde l'échelle des temps géologiques. On a eu un bombardement qui a affecté la Terre, la Lune, mais aussi les autres planètes du système solaire. Ce bombardement, donc, a eu des effets énormes. On le voit très bien sur la Lune, où on voit tous ces cratères. Évidemment, la Terre, à cause de la tectonique des plaques, a effacé les traces de ces cratères. Si on regarde la période AD1 ancien, c'est-à-dire depuis le moment de la création jusqu'à, disons, environ 4,4 milliards d'années, la Terre était un océan de magma. Il n'y avait pas de continent, il n'y avait pas d'océan, elle était très chaude. Si on regarde en termes d'êtres vivants, la probabilité qu'il y ait eu des êtres vivants, et même qu'il y ait eu une chimie qui permette l'apparition des êtres vivants, est très faible. Si maintenant on regarde la période suivante, qui va jusqu'à 4 milliards d'années, qui est l'AD1, je dirais, récent, eh bien, on s'aperçoit qu'on avait des continents, on avait des océans, on avait un champ magnétique qui protégeait la surface de la planète des particules provenant du Soleil. Les conditions étaient favorables à l'apparition de la vie. Alors, je ne dis pas qu'il y avait de la vie à ce moment-là, on n'en a absolument aucune preuve, mais potentiellement, elle aurait pu apparaître à ce moment-là. Et puis enfin, à l'Archéen, à partir de 4 milliards d'années, eh bien, on a une Terre qui est une Terre qui fonctionne un peu comme la Terre d'aujourd'hui. On a vu qu'elle était beaucoup plus chaude, mais il y a une tectonique des plaques, et puis on a toujours le champ magnétique qui la protège, etc. Et là, on trouve, à partir de 3,4 milliards d'années, des traces de l'activité d'êtres vivants. Donc, non seulement la vie est apparue au moins avant l'Archéen, mais elle s'est développée à ce moment-là. Le seul point d'interrogation qui reste, c'est le bombardement tardif, qui s'est produit à la fin de l'AD1 et au début de l'Archéen. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ce bombardement tardif a pu avoir un effet stérilisateur. Est-ce qu'il a pu détruire, si la vie existait avant, est-ce qu'il a détruit cette vie? Et ça, c'est une question pour laquelle on n'a actuellement pas de réponse.